cette dimension globale est très importante à Ecosem. Le problème du réchauffement climatique n'est pas un problème local, ce n'est pas un problème de Dunkerque ou de Marseille, c'est un problème du monde entier. Conor O'Ryan, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview à l'occasion des 25 ans d'Ecosem. Ecosem fête son 25e anniversaire cette année. Je voulais savoir quel regard vous portez sur le chemin parcouru et est-ce que la feuille de route originelle a été respectée sur cette période? Tout d'abord, merci pour l'invitation de venir vous parler et l'occasion de parler d'Ecosem sur notre 25e anniversaire. Donc le chemin parcouru, donc la société a été commencée en l'an 2000. Moi, j'ai commencé à y travailler en l'an 2006, mais la première déclaration vers les actionnaires et vers les banques était, dès le jour 1, la décarbonisation de l'industrie cimentière. On a commencé par approcher le challenge avec du laitier granulé de haut fourneau, qui est donc un coproduit de la production de l'acier qu'on broyait et qu'on utilisait pour remplacer le ciment traditionnel dans le béton pour réduire l'impact environnemental des bétons. En tout cas, une partie du ciment ou tout le ciment? Une partie du ciment, on peut, avec les ciments qu'on produit aujourd'hui, on peut remplacer 85% du ciment traditionnel ou du clinker, ce qu'on appelle le morceau le plus polluant du ciment. Maintenant, ce n'est pas habituel de remplacer à ce niveau-là, c'est plutôt dans les 50 à 60% de remplacement pour le ciment traditionnel. Donc on a fait une grande partie du travail. Le GIEC nous dit qu'il faut réduire notre empreinte CO2 par 50% avant la fin de cette décennie pour réduire l'impact sur le réchauffement climatique. Et donc c'est ça la cible que nous avons en tête. Maintenant, mon père a toujours 10 ou 20 ans d'avance sur le reste de l'industrie. Donc au début de notre parcours, Ecosem ne vendait pas les atouts, enfin on parlait toujours des atouts écologiques, mais ce n'était pas un argument de vente. Personne ne se concernait vraiment de l'impact environnemental des bâtiments, surtout de l'énergie incorporée des bâtiments. Donc ça a été un long combat pour persuader les gens de ne pas seulement se focaliser sur la performance énergétique d'un bâtiment, la lumière, le réchauffement, le refroidissement, etc. mais aussi de regarder l'énergie incorporée du bâtiment et l'importance de ceci. Parce que le béton est un matériau extrêmement durable, mais l'ingrédient qui permet de recoller tous les éléments du béton est le ciment, et le ciment représente 8% des émissions globales de CO2, plus que tous les camions, tous les avions et tous les bateaux réunis. Donc, une chose extrêmement importante. Après, il a eu un autre coup de vision à long terme que le reste de l'industrie n'avait pas, c'est que pour réduire de 50% l'impact environnemental du ciment, le laitier moulu de haut fourneau n'est pas suffisant, parce qu'il y en a assez dans le monde pour remplacer que 10% du ciment traditionnel. Donc, il y a 10 ans, il a créé notre équipe Recherche et Innovation, qui aujourd'hui s'appelle Recherche et Innovation, mais il y a eu énormément de noms. Et le premier nom de ce team, de cette équipe, c'était Au-delà du laitier. Qu'est-ce qu'on fait quand on a consommé tout le laitier? Si la sidérurgie change de manière de fabriquer de l'acier, qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est focalisé sur une équipe de plus en plus grande. On a investi énormément d'argent dans la recherche et l'innovation et tout ceci est autofinancé, et on arrive aujourd'hui où on vient d'ouvrir notre labo de recherche et développement, on appelle ça recherche et innovation chez Ecosem, donc un investissement de 11 millions d'euros. On démultiplie la taille de l'ancien laboratoire qu'on avait, et ça va nous permettre une accélération remarquable du développement des nouveaux produits qu'on va pouvoir transférer au marché à travers nos propres usines, mais aussi le transfert de la technologie vers les autres cimentiers et les autres acteurs de la construction pour aider à accélérer cette décarbonisation, non seulement en France, non seulement dans les pays où on est présent, non seulement en Europe, mais sur le monde entier. Puisque vous parlez du laboratoire, deux petits mots dessus, est-ce que c'est le laboratoire de recherche et d'innovation principal du groupe Ecosem, ou c'est plus pour Ecosem France?
C'est le groupe Ecosem. D'ailleurs, c'est une question très intéressante parce que c'est notre labo à nous, on fait exactement ce qu'on veut, quand on veut, etc., etc. Et on a tous les équipements dernier cri qui nous permettent d'accélérer. On a même un broyeur expérimental qui nous permet de broyer des produits qui ne sont même pas aujourd'hui connus comme des produits qui pourraient remplacer le ciment. Donc ça nous permet de faire énormément de choses. On a aussi un labo joint avec l'ENS Paris-Saclay et l'INSA de Toulouse, où on a des gens en permanence employés par Ecosem qui sont dans ces universités, et on a un réseau d'universités dans le monde, 11 universités dans le monde, de l'Inde aux États-Unis, etc., où on travaille avec eux pour qu'on apporte, parce que cette dimension globale est très importante à Ecosem. Le problème du réchauffement climatique n'est pas un problème local, ce n'est pas un problème de Dunkerque ou de Marseille, c'est un problème du monde entier. Et donc c'est extrêmement important d'avoir une validation indépendante de ces professeurs et de ces équipes universitaires à travers le monde pour nous rassurer nous-mêmes que la technologie elle marche, mais qu'elle peut aussi fonctionner dans d'autres pays où il n'y a pas forcément du laitier, où le ciment est différent, les granulats sont différents, les ingrédients en général du ciment sont ingrédients, il y a différentes méthodes de construction. Il faut absolument que les technologies qu'on développe soient applicables à l'échelle globale. Mais pour rester sur le laboratoire, finalement, Ecosem est une société irlandaise à l'origine. Finalement, pourquoi installer le laboratoire principal en France et pas finalement en Irlande, ce qui pourrait être assez cohérent? Il y a plusieurs raisons. On s'est installé en France parce que, Chilly-Mazarin est très proche de l'ENS Paris-Saclay, qui est une des meilleures universités du monde, surtout quand on parle du côté technique, pratique, etc. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir accès à des jeunes gens motivés et passionnés. Et j'insiste sur le mot « jeune » pour deux raisons. C'est une génération qui est déjà sensibilisée au réchauffement climatique et qui veulent avoir de la passion dans leur vie, mais qui veulent avoir un sens dans leur travail. C'est pas suffisant de gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent et avoir un sens, travailler pour une société qui a une vision sur le futur et une vision sur la décarbonisation. Deuxièmement, aussi jeunes parce qu'ils n'ont pas encore été pollués, on va dire, par l'industrie cimentière. Parce que l'industrie cimentière a dit « Ah, je l'ai déjà essayé, ça ne marche pas ». Alors que nous, on l'a essayé et on l'a fait marcher. Parce qu'on a eu une approche ouverte, optimiste vers ces développements technologiques. Ça me fait penser à cette expression, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, acte 1, il n'y a aucun des ingrédients dans ce ciment qui n'existe pas déjà dans la norme ciment. Donc, c'est quelque chose... C'est un ciment normal. On a réinventé le ciment normal, exactement. Mais on l'a fait avec des courbes granulométriques particulières, des activations chimiques particulières. C'est vraiment à l'échelle moléculaire qu'on regarde ces choses parce qu'il faut que la chose qui rend le béton, le matériau le plus populaire au monde, c'est le fait qu'il n'est pas cher, qu'il est facile à fabriquer, qu'il pose toutes les formes qu'on veut lui donner et qu'il est surtout résistant et durable. Et local. Et local. Et donc, il fallait remplir tous ces critères pour avoir une adoption rapide de ces technologies dans le monde de la construction. Et c'est ce que cette équipe a réussi. Et d'ailleurs, cette équipe l'a réussi grâce au reste de la société Ecosem. Quand j'ai dit que la recherche est autofinancée, c'est grâce à la profitabilité de nos usines et de nos équipes dans les différents pays dans lesquels on opère, qui ont su créer, générer l'argent possible pour qu'on puisse le réinvestir dans la recherche et le développement. Et on a aussi un board et des actionnaires qui ont accepté d'échanger des dividendes immédiats pour un investissement dans le futur, dans la décarbonation et donc de participer à... J'ai pas envie d'utiliser le mot rêve parce que c'est du concret. On a un fil rouge à suivre et on sait que si on suit ce fil, on va décarboner l'industrie globale. Apporter une réponse finalement. Apporter une réponse. Les cimentiers
d'un côté, on peut dire qu'ils ont raison, parce qu'avant qu'on invente cette technologie, il n'y avait pas de réponse technologique à part la capture du CO2, Enfin, ça c'est une autre histoire. Mais là, ce qu'on a prouvé avec 10 ans d'investissement, 10 ans de travail et 10 ans de travail acharné avec très peu de retours, avec la vision de mon père et l'acharnement de mon père et des équipes pour arriver à cette solution. D'habitude, quand on parle d'écologie, la première chose que les gens pensent, c'est ça va marcher moins bien et ça va coûter plus cher. Et là, on a fait le contraire. Ça marche mieux et ça coûte moins cher. Je profite pour revenir à Ecosem, donc le parcours sur les 25 ans. Je veux savoir, est-ce que l'Ecosem d'aujourd'hui est fondamentalement différent de l'Ecosem d'il y a 25 ans qu'a créé votre père? En réalité, c'est un peu la même entreprise avec la même continuité. Est-ce qu'il y a des différences finalement? C'est difficile à répondre à cette question parce que l'ADN d'Ecosem est resté la même, mais tout le reste a changé. 5 ans d'Ecosem, on était peut-être 50 personnes. Là, on est presque 300 personnes. Et ça, employé direct. Après, on a des consultants, des gens, des universités à travers le monde, etc., qui travaillent avec nous. Mais l'ADN n'a jamais changé. Le but, l'objectif n'a jamais changé. Maintenant, on est passé par différents chemins pour arriver là où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a des réalités économiques qu'on a dû affronter et qu'on a su affronter qui nous ont rendus plus forts. On a eu moi, je me suis joint en 2006 à la société, juste à temps pour l'économie mondiale de s'écrouler. Donc on a dû recommencer à zéro et reconstruire Ecosem. Quelle était l'offre? Qu'est-ce que cherchaient les clients à ce moment-là? Et en 2008-2009, c'était pas l'écologie que les clients cherchaient. Ils cherchaient la performance et ils cherchaient la compétitivité. Et c'est ce qu'on a su faire. Et après, j'ai pas besoin de le rappeler à tout le monde, mais il y a les gilets jaunes en France, le Covid, la crise, l'invasion de l'Ukraine, etc. Et maintenant, on est dans une situation en France où enfin, ça fait des décennies que le marché du logement n'a pas été aussi mauvais. En Angleterre, où on est présent, la consommation n'a pas baissé autant depuis 1950. Les Pays-Bas, le marché est à moins 30 par rapport à l'année dernière, 30%. Donc tout ça, on a su apprendre des obstacles qu'on a mis en face de nous. Comme beaucoup de sociétés, on a dû se développer, s'adapter, grandir. Et affronter ces problèmes, et on en est sorti beaucoup plus fort, ce qui nous met aujourd'hui dans une position exceptionnelle, puisque non seulement on est profitable, non seulement on a une équipe de gens passionnés, motivés, qui veulent participer à une aventure qui a du sens, la décarbonisation de l'industrie cimentière, mais la réduction de l'impact humain sur le réchauffement climatique, et aussi d'avoir entre nos mains cette technologie qui peut s'appliquer à n'importe quel pays du monde très très rapidement et provoquer une décarbonisation extrêmement rapide de l'industrie cimentière. Je le rappelle, 8% des émissions globales de CO2, donc à nous tout seuls, presque 300 personnes, majoritairement basées en France, on peut réduire ça à 4%. Vous avez parlé tout à l'heure des laitiers de hauts fourneaux qui potentiellement peuvent disparaître parce que les process industriels vont être modifiés et on peut se retrouver avec moins de laitiers de hauts fourneaux. Je veux savoir sur quel type de matériaux vous vous concentrez. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle de laitiers de sidérurgie, qui sont un autre type de laitier. Est-ce que c'est un matériau qui vous intéresse? Et éventuellement, quelles seraient pour vous aussi les autres ressources potentielles pour continuer à décarboner? J'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. La plus grande structure de béton non renforcé au monde date de plus de 2000 ans et est située dans le Panthéon à Rome et c'est du béton fabriqué avec de la roche volcanique. Donc on a énormément de solutions devant nous. On a parlé de l'industrie de la sidérurgie, il y a le laitier de haut fourneau, oui. Il y a les laitiers d'acierie, oui. Il y a les laitiers qui sortent des fours électriques. Donc il y a énormément de matières avec lesquelles on peut travailler, qu'on peut transformer. Maintenant, il y a une urgence. Donc il faut que l'adoption de ces nouveaux produits dans les normes soit accélérée. La plus grande restriction qu'on a aujourd'hui en termes de développement technologique, c'est-à-dire de passer du labo au terrain, c'est les restrictions normatives. Le Basic Oxygen Furnace Slag, donc le laitier des aciéries,
On sait déjà l'utiliser, on sait déjà le formuler, mais on sait que avec les systèmes normatifs à l'heure actuelle, il y en a pour au moins 5 ans avant qu'on puisse le vendre en tant que ciment. Et ça, c'est si on a de la chance et tout le monde se met d'accord avec nous. Donc là, pour nous, comme on est autofinancé, c'est une décision économique difficile d'investir dans un produit qui peut-être on va pouvoir vendre dans 5 ans. Donc on sait le faire marcher, mais maintenant développer les outils industriels pour le faire, ça demande réflexion. Donc il faut qu'on reste profitable pour qu'on puisse continuer à investir dans la recherche et le développement. Et donc on travaille avec les solutions qui sont non seulement les plus faciles à transformer technologiquement, parce qu'on en a une panoplie. Je ne peux pas en parler publiquement pour l'instant, mais il faut qu'on choisisse il faut qu'on regarde les réalités économiques sur quels produits on avance en premier, en deuxième, en troisième. Vous dites que les normes, il faut aussi accélérer. Par contre, souvent les normes, c'est aussi le résultat d'un certain recul dans le temps. On a le temps d'observer. Finalement, les normes actuelles du béton et du ciment, on a 150 ans de recul pour certains. Donc on sait que le côté durabilité fonctionne parce qu'on a des nouveaux produits qui arrivent. Mais si on s'aperçoit dans 30 ans que ces produits finalement ont des réactions négatives, ça peut être quand même assez compliqué. Est-ce qu'il faut aller vite, certes, mais peut-être pas trop vite non plus? Je ne suis pas d'accord. Nos labos sont remplis de machines qui font de la durabilité accélérée, qui mesurent la durabilité accélérée des chlorures, des sulfates, des acides. Tout ce qui nuit à la durabilité du béton, on sait le tester de manière accélérée. Nous, on a les résultats et par exemple, si on parle du laitier moulu de haut fourneau, si on remplace 60% du ciment traditionnel avec du laitier moulu de haut fourneau, ce ciment-là va créer un béton qui est résistant aux chlorures, qui est résistant au sulfate, qui a une faible chaleur d'hydratation, qui donc peut être versé à ITER par exemple, où on a versé du béton. Donc ces nouveaux produits ne sont pas seulement une alternative au ciment traditionnel, c'est une augmentation de la performance du ciment et donc du béton que ce ciment va produire. Comprendre les choses qui réduisent la durabilité du béton, on peut le faire de manière accélérée. Maintenant, cette technologie, elle est restée à peu près inchangée depuis, parce que c'est une interview française, je vais dire que c'est Monsieur Vicat qui a inventé le ciment traditionnel. Vous voudriez mettre Monsieur Aspin dans l'affaire? Non, je suis irlandais, donc moi ça me dérange pas. Mais je veux bien que c'est un Français qui l'a inventé. Mais fondamentalement, cette technologie n'a pas changé depuis 300 ans. Donc il est bien temps qu'on augmente. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qu'on utilise aujourd'hui qui n'a pas avancé fondamentalement depuis ce nombre de temps? Et maintenant, encore une fois, il y a des arguments économiques pour ça, parce que ça coûte énormément d'argent d'investir dans une cimenterie. Donc il faut avoir une garantie sur le retour sur l'investissement. Et ça, c'est une réalité économique qu'on ne peut pas ignorer. Donc on ne peut pas travailler contre les cimentiers, il faut travailler avec les cimentiers, parce qu'il faut qu'ils puissent adopter ces technologies, il faut qu'ils puissent les adopter de manière économique pour eux, aussi que pour nous, et qu'on travaille ensemble, en équipe, pour affronter ce problème. Là, le béton, le ciment, c'est comme l'essence. Si ça ne polluait pas, ça serait le meilleur produit du monde. Il faut qu'on arrive à changer les habitudes. Et c'est une très bonne raison. Le béton prend du temps à changer, la construction prend du temps à changer, parce que oui, c'est des tunnels sous terre où il y a des métros qui passent, etc. etc. Donc il faut être sûr à 100% que ça marche. Et nous, on est sûr à 100% que ça marche. Et il y a 11 universités à travers le monde qui sont d'accord avec nous. Il y a tous les essais accélérés de durabilité et de résistance qui sont passés, et on est entièrement confiant parce qu'on a une validation indépendante externe de ces technologies. Ça me pousse à dire que finalement vous regrettez que cette normalisation ne soit pas plus rapide, parce que finalement vous avez des éléments qui permettent de montrer que ça marche. Et qu'est-ce qui fait à ce moment-là que cette normalisation avance si doucement? Moi je vais vous dire une chose, c'est le futur économique de l'Europe
repose sur une accélération du système normatif, que ce soit dans le ciment, la viande, la nourriture, quel que ce soit. On est en train de perdre des innovateurs, du know-how technologique qu'on développe, qu'on paye, parce que c'est nous en tant qu'imposés en France qui payent pour ces universités, pour ces étudiants, qui inventent des trucs et après qui partent dans d'autres pays. Par exemple, on a déjà une norme aux États-Unis pour notre ciment, on n'a même pas encore d'usine. Ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance, mais c'est parce qu'ils font, voilà les règles, si vous passez cette batterie de test, vous avez le droit de vendre votre produit. On passe la batterie de test, boum, voici le produit. En Europe, ça ne marche pas comme ça. Ne me demandez pas de l'expliquer parce que c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, on a une équipe très chère. Ça demande une formation particulière. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Ça demande une patience que je n'ai pas. Et ça demande un travail acharné pendant des années et des années et des années pour arriver à un résultat qu'on devrait avoir en 2 ans. Et je parle au nom de tous les industriels d'Europe quand je dis que ce système normatif il doit accélérer pour permettre des innovateurs d'innover. Parce que innover, faire marcher un truc dans un labo, ça sert à rien. C'est un point de départ. C'est un point de départ, mais si on n'a pas la norme pour l'introduire sur un terrain, et c'est pour ça qu'on a énormément de reconnaissance à énormément de personnes en France qui nous font confiance, comme la Société du Grand Paris, qui nous ont permis d'utiliser des choses technologiques au-delà de la norme, sous réserve qu'on passe X, Y, Z tests pour y arriver, et qu'on a su démontrer au monde entier qu'on sait travailler hors de la norme dans des projets qui sont reconnus à l'international et donc le fait même qu'ils utilisent nos technologies fait accélérer le développement de ces technologies à l'échelle globale. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut travailler ensemble. Mais d'un autre côté, au départ, vous étiez finalement fournisseur de solutions, ou d'addition, de laitier, et aujourd'hui, finalement, vous prenez un statut également de producteur de ciment. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer, finalement, de dire je vais travailler avec les cimentiers et en même temps, je deviens moi-même cimentier? Non. Le système dans lequel on travaille tous, c'est un système qui fait confiance à la compétitivité pour faire avancer les marchés, pour faire avancer la technologie, etc. Notre but, ce n'était pas de remplacer un peu du ciment jusqu'à la fin de nos jours. Non, c'était devenir un joueur international cimentier pour produire un ciment décarboné et pour apprendre, pour transférer notre technologie vers d'autres pour qu'ils puissent l'adopter aussi et pour qu'on puisse accélérer la décarbonisation. Maintenant, il y a des cimentiers contre lesquels on se bat, il y a des cimentiers avec lesquels on travaille, il y a des cimentiers qui sont clients, on est client de cimentiers, on est client de bétonniers, on a des clients bétonniers qui sont en compétition avec d'autres clients bétonniers et que le meilleur gagne. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie ACT. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer très rapidement en quoi consiste cette technologie? Qu'est-ce que c'est? C'est un ciment? C'est une addition? C'est les deux en même temps? C'est une technologie. Ultimement, c'est une technologie qui fabrique un béton décarboné. Maintenant, la route pour arriver à ce béton décarboné, je ne vais pas l'expliquer. Je dis souvent à nos équipes, Coca-Cola n'a pas besoin de décrire ses ingrédients à chaque fois qu'ils vendent une canette. Donc c'est un produit, c'est une technologie qui donne un béton décarboné à résistance et à durabilité augmentée. Mais est-ce que je peux mettre quand même ACT dans la famille des ciments? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une forme de colle pour l'instant, il y a SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pourquoi pas 7, 8, 9, 10. Donc, et c'est ça qu'on travaille avec les systèmes normatifs pour introduire de nouveaux ciments. Donc ça veut dire que potentiellement ACT, c'est un futur CEM 7, je dis au hasard. C'est une CEM 7, mais ça ne marche pas tout seul. C'est une technologie. Donc, quels que soient les ingrédients qu'on met dans ACT, il faut aussi mettre des ingrédients dans le béton pour que le tout fonctionne pour donner un béton résistant, durable dans le temps. Les composants classiques du béton, c'est-à-dire du sable, du granulat, de l'eau, de l'adjuvant. Exactement. Ou faut également peut-être une part de ciment extérieur autre. Le challenge qu'on s'est donné et le challenge auquel on a su répondre, c'est que
il ne fallait absolument pas changer l'infrastructure existante pour que ces technologies fonctionnent. Parce que n'importe quel commercial vous dira, par exemple, si j'ai pas de chocolat dans mon frigo, je ne veux pas manger du chocolat. Oui, voilà. Et donc, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que si ça se fabrique dans la même cimenterie, c'est transporté dans le même camion, c'est mélangé dans le même central à béton, ça va dans la même toupie à béton et ça va dans le même chantier, dans les mêmes coffrages, merci. Et on attend le même nombre d'heures avant de décoffrer et que ça tienne et que le lendemain on met l'étage supérieur au-dessus, boum. Tout va bien. Et après, le meilleur compliment qu'on a eu sur ces technologies, c'est quoi qui a changé? Parce que nous, sur le terrain, il y a quoi? C'est la même chose que d'utiliser un béton normal. Bah oui. Vous avez dit que c'est acte 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura acte 2, acte 3, acte 4? Oui. D'ailleurs, on a déjà acte 5, 6, 7. On travaille sur des bétons à 0 CO2. On travaille sur des bétons qui absorbent du CO2, bilan carbone négatif. Donc tout ça, c'est des choses à venir. Là, pour l'instant, enfin moi et mon équipe, je suis focalisé sur la commercialisation de Acte 1 qui va être produit à Dunkerque l'année prochaine. Mais le recherche et l'innovation, il y a une chose qu'on ne fait pas chez Ecosem, c'est se reposer sur ses lauriers. Donc, ils travaillent déjà sur la future génération. Exactement. Et il y a des choses, enfin, le labo, il est immense. Hein, ils travaillent sur des choses que je ne suis même pas au courant. Enfin, et aussi, c'est des créateurs. Il faut les laisser l'esprit libre. Donc, on avance très vite. Et ce laboratoire et cet investissement, maintenant, porte ses fruits. Je vais vous donner un exemple. On regarde d'un point de vue théorique un matériau, un coproduit, quel que ce soit, qui pourrait faire prise. Théoriquement, ça pourrait faire prise. Avec de l'eau, ça veut dire que tu rajoutes de l'eau et vous rajoutez de l'eau et ça durcit. Donc, de manière théorique. Maintenant, pour passer à la pratique, comment on fait? Parce qu'on a des broyeurs qui sont déjà en train de broyer pour nos clients, etc. Maintenant, on a notre propre broyeur expérimental qui peut broyer des tonnes à la fois. Et donc, ça nous donne l'opportunité d'essayer une panoplie de produits qu'on n'avait jamais l'opportunité de travailler dans le passé. Ou alors, il fallait qu'on demande à un producteur de broyeurs de nous donner quelques heures dans un broyeur quelque part. Il fallait, bien sûr, on était demandeurs, donc on n'avait pas le choix de l'heure, la date, etc., de combien de temps on avait. On prenait ce qu'on pouvait prendre. Là, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On a notre propre broyeur et je vous invite à le visiter. Et on a toute la panoplie, ce qui se passe avant de qualifier le produit. OK, il y a 90% que ça marche, on va le broyer. Et après, on teste si ça marche. Et après, on teste la durabilité, etc., etc. On peut tout faire, toute la chaîne dans ce nouveau labo. Donc, Ecosem 25 ans cette année, donc c'est votre père donc Donald qui l'a créé. Maintenant, deux petites questions. Que devient-il? Et deuxième petite question en aparté. Ecosem dans 25 ans? Alors, question numéro 1. Mon père, c'est mon père et mon patron. Et ça reste le patron d'Ecosem. Il a une forme incroyable. Ça fait 46 ans que je le connais. Je l'ai battu une fois au tennis. Il a une vision pour Ecosem et pour le groupe et pour l'industrie cimentière en général qui est très claire pour lui. Et je suis très fier de pouvoir le suivre dans cette aventure. La réflexion que je viens de faire, je la partage avec toute l'équipe d'Ecosem qui sont derrière sa vision. C'est un entrepreneur, c'est lui qui a créé Ecosem, c'est lui qui a commencé la recherche et l'innovation quand personne n'y pensait. Oh, pourquoi il y a plein de laitiers, blablabla. Non, il a poussé. Et comme d'habitude, il a raison. Et donc, Ecosem dans 25 ans, je pense honnêtement que la taille d'Ecosem en termes d'empreinte industrielle va s'agrandir de manière importante, mais je pense surtout que notre technologie sera utilisée ou imitée ou quelle que soit la façon dont il sera appliqué,
il sera appliqué dans toutes les cimenteries du monde et il permettra une décarbonisation du ciment à 100% du ciment. Et à ce moment-là, ça deviendra le matériau idéal pour la construction? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le béton est le matériau sur lequel notre société est construite. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de building, il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas de truc d'atterrissage, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de maison. Et on est dans une situation où le reste du monde, qui n'est pas développé au niveau de la France et de l'Europe, etc., a un travail énorme à faire pour construire leurs infrastructures. Et on ne peut pas interdire à ces gens-là de développer des autoroutes, de développer des trains à haute vitesse, de développer des serveurs, de l'Internet, etc., etc. Mais il faut leur permettre de le faire de manière décarbonée. Et c'est ce qu'on fait, et aussi de manière économique. Et ça, c'est une des choses clés de la technologie ACT. Et c'est une chose qu'on parle souvent, et je dis souvent à nos équipes, que si on enlevait le CO2 de l'équation, ACT reste la meilleure façon de fabriquer du béton. La façon la plus écologique, la plus durable et la plus résistante à fabriquer du béton. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous et je tiens à dire merci à vous parce que c'est extrêmement important que ce message y sorte, que ces technologies soient reconnues. On fait énormément de travail. J'ai mentionné certains groupes, mais on a aussi une énorme équipe de communication et d'affaires publiques. Et c'est extrêmement important que ce message soit partagé parce que si les gens ne sont pas au courant d'une solution, ça va être dur de l'utiliser. Donc merci à vous pour avoir pris le temps d'apprendre plus sur Ecosem, sur ACT. Et j'espère que dans 25 ans, on fera la même interview et j'aurai raison sur ce que j'ai dit là. Comme ça, vous pourrez me dire combien de fois vous avez battu votre père au tennis. Ouais, ça serait plus drôle. Merci beaucoup. Merci.